Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 31 juillet 2025, c'est notre bulletin numéro 249 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur les différents moyens de paiement, PayPal, Tipeee, Patreon et puis le canal Telegram payant. Voilà, tout ça vous donnera droit à assister à notre réunion confidentielle autour du 15, ce sera autour du 15 août, voilà, la fête de la Sainte Vierge et donc la fête de la France. Donc voilà, on a besoin de votre aide. Procurez-vous également très visionnaire Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Chaque jour, on montre que ceux qui pensaient comme moi et moi-même avions raison, et puis le livre noir de la gauche française qui explique beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans notre pays. Il faudrait que je creuse d'ailleurs la gauche française et l'économie, parce que là, c'est vraiment le point principal. En tout cas, en ce qui concerne la guerre avec l'Ukraine et la corruption avec Alstom, eh bien, j'avais largement visé juste. Et puis abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde avec le dernier numéro cet été, donc qui pose les bonnes questions, c'est-à-dire qui dirige l'Europe, avec un point sur l'Ukraine par nos amis Laurent Braillard et Sylvain Ferreira. Ce qui nous a plu cette semaine, eh bien, c'est le sermon du cardinal Sarah à Sainte-Anne d'Auray, donc extraordinaire sermon qui parle du rôle de la France dans le plan de Dieu, qui parle de la terre de France, la terre de Bretagne également, et c'était vraiment quelque chose de touchant, et bon, évidemment, à chaque fois que vous écoutez ce genre de sermon, ça donne de l'espoir et même la certitude que notre pays va s'en sortir, qu'il s'en sortira en retrouvant précisément ses racines et ses racines catholiques. Voilà, donc si vous avez le temps, que soyez catholique ou pas, d'ailleurs, écoutez ce sermon, c'est très édifiant, c'est très beau. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre hommage au prince Troubetskoy, donc, qui était un activiste pro-russe, un peu comme votre serviteur. Il a dirigé l'Alliance franco-russe pendant des années. Donc c'était un russe blanc issu de l'immigration qui a fui la révolution des bolcheviks. Et malgré tout, il avait compris que Vladimir Poutine était l'homme de la situation, l'homme qui allait redresser la Sainte-Russie, comme le rêvait Alexandre Solzhenitsyn. Et qui, évidemment, il ne s'agissait pas pour Vladimir Poutine de rétablir le communisme. Voilà, donc nos prières l'accompagnent, lui, dans sa dernière demeure, et toute sa famille que nous saluons. Économie maintenant, et avant tout, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez vous-même investir en Russie, y venir, ouvrir un compte. On est là pour vous aider, pour vous encadrer et vous proposer toute une multitude de services à ce sujet. Le taux directeur de la Banque centrale a été baissé de 2 points. Donc on se souvient qu'il y a quelques semaines, il avait été baissé d'1 point. Bon, ça va faire un peu rire tout le monde. Donc on est à 18% de taux directeur sur un an. C'est encore beaucoup trop. Il faudrait, ce que réclament les entrepreneurs, c'est descendre à 12%. Mais disons qu'on va dans la bonne direction. Donc ça veut dire que l'inflation est contenue, ou qu'en tout cas, elle a cessé d'effrayer Madame Naboulina, la directrice de la Banque centrale. Ça, plus les menaces de Donald Trump ont fait que le rouble a un peu baissé à 82 roubles pour un dollar. Comme on l'a dit souvent, de toute manière, un rouble faible pour la Russie n'est pas un problème, c'est même un gros avantage pour le budget de l'État russe, puisque il vend ces hydrocarbures indexés sur des prix en dollars, ou ces matières premières indexées sur des prix en dollars, et que donc, si jamais le rouble est plus bas, ça permet de combler les creux budgétaires. Voilà. On peut dire que cette baisse des taux d'intérêt fait vraisemblablement suite aux formes économiques de Saint-Pétersbourg. On avait vu qu'il y avait eu un débat entre la Banque centrale et les ministères de l'économie et des finances qui réclamaient une baisse des taux. Et on a également vu Vladimir Poutine dans une discussion avec German Gref, qui est le patron de la Sberbank, qui est la principale banque russe, dont la moitié du capital est détenu par l'État. On a vu Vladimir Poutine s'inquiéter devant German Gref de l'accessibilité aux achats immobiliers par la population russe. Donc, évidemment, un maintien des taux d'intérêt bas. Donc, ça existe déjà pour une certaine catégorie de la population, les familles nombreuses, les familles avec des enfants en bas âge, et puis également les informaticiens, pour les inciter à rester en Russie, ils ont des tas d'avantages. Donc voilà, ça va plutôt dans la bonne direction, c'est une bonne chose, et il faut que ça continue, il faut qu'on se dirige encore une fois vers un taux à 12%, et de ne pas avoir peur de l'inflation. Il faut que les sociétés investissent pour optimiser, il faut augmenter la production, et c'est ça qui fera baisser l'inflation de manière saine, plus que d'avoir des taux directeurs à plus de 20%. Ça n'avait aucun sens.
Pour revenir sur les menaces de Donald Trump contre l'économie russe, donc que nous venons d'évoquer, Donald Trump a annoncé qu'il allait prendre des mesures, on ne sait pas trop lesquelles. La question qui se pose, c'est les mesures, ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire que mettre des droits de douane sur les biens russes, ça n'a aucun intérêt pour les États-Unis. Les Russes, eux, s'en moquent parce que ceux qu'ils vendent, de toute manière, les États-Unis en ont absolument besoin. C'est 45% du combustible nucléaire des centrales américaines. C'est du titane qui est nécessaire pour l'aéronautique américaine. Donc tout ça est contre-productif pour les États-Unis. Les Russes s'en moquent. Donald Trump le sait. Donc la question qui se pose, c'est va-t-il mettre des sanctions secondaires sur les pays qui achètent des hydrocarbures russes ? Là, comme je l'ai dit, les marchés n'y croient pas, en tout cas, puisque le prix du pétrole n'a quasiment pas bougé. Et ce serait contre-productif, puisque les États-Unis sont parvenus à un accord avec la Chine du point de vue douanier. Donc, tout d'un coup, remettre des sanctions à 100%, 500%, ce qu'espérait l'Instagram ou ce qu'espère notre pauvre Jean-Noël Barrot, tout ça, évidemment, n'a pas de sens. Pareil sur l'Inde. Là, l'Inde, Donald Trump a annoncé des taxes à 25%, donc qui n'ont rien à voir, en fait, avec l'achat du pétrole russe, mais qui fait que Donald Trump essaie de rééquilibrer sa balance commerciale avec l'Inde. Et puis on a vu également que le Brésil, lui, ne se laisse pas faire et donc a l'intention de tenir tête à Donald Trump. Donc les menaces sur les BRICS, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Scott Bessent, donc, qui est le secrétaire au Trésor américain, qui a expliqué que oui, ils avaient expliqué leur position à la Chine et que la Chine les avait envoyés se faire voir. Donc pour la Russie, les choses sont plutôt sereines par rapport à ça. En revanche, on a assisté à une humiliation de l'Union européenne et de sa représentante, le président de la Commission européenne, Madame van der Leyen, qui a dit oui à tout ce qu'a exigé Trump, qui s'est fait même humilier publiquement. Même ce pauvre Emmanuel Macron, même les plus européistes des partis français ont bien été obligés de constater que c'était une catastrophe. Et donc ce à quoi nous assistons, c'est ce que nous avions déjà analysé, c'est une endocolonisation. C'est-à-dire que finalement ce que réussit à faire à Trump, c'est de verrouiller ce que les États-Unis contrôlent déjà. C'est-à-dire essentiellement l'Europe hors Russie, et certains pays d'Asie comme la Corée du Sud, comme le Japon. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Pour le reste, eh bien, ça échappe aux États-Unis. Alors je vous recommande l'analyse de Youssef Indy, qui est vraiment excellente, parce que lui, il dit une chose qui est très vraie, c'est que finalement, la brutalité de Trump nous fait prendre conscience du fait que nous sommes, nous les Européens, les esclaves de Washington. Mais finalement, Donald Trump ne fait pas autre chose que ce qu'a fait Biden, que ce qu'a fait Obama, que ce qu'a fait George Bush. Voilà, on est toujours dans cette soumission totale, grâce à l'Union européenne, des nations européennes, aux États-Unis. Excellente analyse de Youssef Indy et également excellente analyse de Laurent Michelon, notre spécialiste de la Chine, qui avait très bien analysé que en fait la visite qui a eu lieu en Chine, donc où la délégation était emmenée par Madame van der Leyen, a été délibérément sabotée par van der Leyen, qui préparait sa soumission totale à Washington. C'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que je l'avais déjà expliqué à l'époque, qu'il est urgent pour la France de reprendre sa souveraineté en matière diplomatique, en matière économique. On avait eu une chance extraordinaire en 2024, puisque Xi Jinping avait invité Emmanuel Macron pour célébrer la reconnaissance du Parti communiste chinois par le général de Gaulle en 1964. Et malheureusement, cette réunion, qui aurait pu avoir d'excellents résultats, a été sabotée par la présence de van der Leyen. Macron ne se déplace pas sans son chaperon. Et donc ça avait amené un fiasco complet. Et donc il faut se débarrasser de Macron, il faut se débarrasser de l'Union européenne. Il faut vraiment qu'on retrouve nos souverainetés dans tous ces sujets. On a des atouts, on a encore des choses à faire. On a beaucoup de choses à demander à la Chine, notamment de nous aider à nous réindustrialiser. Donc notre relation avec la Chine, elle doit être bilatérale, comme celle avec la Russie, et elle doit exclure toute forme d'ingérence états-unienne ou bruxelloise, évidemment, dans ces relations. L'Union européenne a levé certaines restrictions dans les ports russes pour pouvoir importer du charbon du Kazakhstan. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Kazakhstan. Je pense aussi que c'est une bonne nouvelle pour la Russie, pour les producteurs de charbon russes, notamment ceux du Donbass, puisque ça sera très dur de faire la différence, comme pour le pétrole, entre le charbon
kazakh et le charbon russe. Donc voilà, bonne nouvelle, et une fois de plus, le mur de réalité percuté par l'Union européenne. Le fonds souverain russe, qui s'appelle le Fonds du bien-être national, se porte bien, contrairement à ce qu'ont affirmé plusieurs fois les soi-disant spécialistes, soi-disant experts dans les médias de grand chemin français, puisque au mois de juin, il a augmenté de 17 milliards d'euros, donc pour atteindre le chiffre total de 130 milliards d'euros. Donc tout ça, bien sûr, le fonds souverain est en rouble. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'augmentation de la part de l'or et du yuan, donc des liquidités, dans la part de ce fonds souverain, donc qui fonctionne très bien et qui finance les grands projets nationaux, qui permet de combler également les écarts budgétaires lorsque, par exemple, le prix du pétrole n'est pas sur l'année celui qui était prévu pour le budget russe. Voilà, donc le fonds souverain se porte très bien, les réserves de change se portent également très bien, contrairement à ce qu'on a pu entendre notamment dans la bouche d'Alain Bauer. Alors lui, évidemment, il reçoit ces informations directement du grand architecte, mais il semble que le grand architecte ne soit pas très bien informé. Le grand architecte m'interpelle. Il est la balance qui pèse mes actes et les juge. Politico-diplomatique maintenant, même si Donald Trump semble vouloir prendre ses distances avec la Russie et Vladimir Poutine, eh bien, il y a un domaine dans lequel les choses se passent bien, c'est la coopération spatiale. Et d'ailleurs, le chef de Roscosmos, qui est un peu l'équivalent de l'agence spatiale européenne ou de Arianespace, eh bien, s'est rendu aux États-Unis. Donc, M. Bakhanov s'est rendu à la NASA, où il a pu rencontrer d'ailleurs l'équipage qui va partir rejoindre la station spatiale avec une des fusées d'Elon Musk, Crew Dragon, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc on apprécie évidemment le réalisme russe et américain dans ce domaine. Je rappelle que nous, on avait un très bon contrat, très juteux avec Roscosmos, puisqu'on envoyait de notre base de Kourou des fusées russes, et ce contrat a pris fin en 2022. Voilà, encore une fois, SDE, socialisme de destruction économique, c'est ça le système français. Ukraine, la révolte continue. Les Ukrainiens continuent de protester dans les rues des grandes villes contre la corruption, en fait, contre cette action qu'a prise, on en a parlé, Volodymyr Zelensky, qui a voulu reprendre le contrôle du Nabou. C'est essentiellement cette structure-là qui est importante, donc qui était un organe anticorruption. Et donc il a fait passer une loi avec un parlement. Je rappelle que l'Ukraine est une dictature, il fait passer toutes les lois qu'il veut à l'unanimité. Et donc il a fait passer cette loi, et immédiatement manifestation dans la rue, et puis montée au créneau de tous les médias occidentaux, des chefs d'État occidentaux qui le soutenaient, qui ne trouvent absolument pas ça admissible. Et donc la loi est repassée, le parlement ukrainien est revenu, et cette fois a annulé cette loi et a redonné l'indépendance au Nabou. Alors, redonner l'indépendance au Nabou, c'est comme les médias indépendants en Europe ou en Occident, c'est-à-dire c'est des médias qui sont contrôlés par l'étranger. C'est comme ça qu'on les qualifie. Et donc là, le Nabou, de nouveau, repasse sous contrôle. Alors, on ne sait pas trop de qui. Est-ce que c'est l'administration américaine actuelle, ou est-ce que c'est, encore une fois, de l'État profond américain, du Parti démocrate? Parce que le Nabou n'a jamais été indépendant. Et ce combat auquel on assiste en Ukraine sur cette question de la corruption, c'est un combat pour savoir qui va contrôler les organes anticorruption pour pouvoir faire pression ou faire enfermer ses opposants politiques. C'est ça dont il est question. Ce qui est clair, c'est que pour Zelensky, la séquence est extrêmement négative. On ne sait pas si les manifestations vont être annulées. Là, visiblement, il y a une bonne partie des Ukrainiens qui en profitent pour protester contre Zelensky à lui tout seul. D'ailleurs, il y a eu des bagarres dans le Parlement ukrainien. Il y a eu un député qui a dit que c'était la fin de Kim Jong-un, allusion à Kim Jong-un, pour Zelensky. Donc c'est Goncharenko, qui est un des activistes les plus hystériques sur le Maïdan contre la Russie, etc. Donc on ne peut pas le soupçonner d'être un agent russe. Donc très très mauvaise opération pour Zelensky, qui a montré sa faiblesse, qui a dû battre en arrière. Pareil pour Yermak, qui est son chef de cabinet. Et donc évidemment, pour une dictature, montrer des signes de faiblesse, c'est pas bon du tout. Donc à suivre donc, est-ce que ça va s'arrêter, ou est-ce que les Ukrainiens vont en profiter pour essayer de réclamer des élections? Le SVR, donc, qui est le service de renseignement extérieur russe, l'équivalent de notre DGSE, a déclaré qu'une réunion s'était tenue dans les Alpes, où les Occidentaux, comprendre Londres et Washington, ont voulu organiser le remplacement de Zelensky. Et donc cette réunion, il devrait y avoir le général Zaloujny, qui est actuellement ambassadeur
du régime de Kiev à Londres, et également Yermak, ce fameux chef de cabinet, et Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien. Donc c'est eux en fait qui ont peur de perdre leur place si jamais Zelensky est remplacé. Donc visiblement, l'idée c'est de leur dire non, vous allez pouvoir continuer à voler, même lorsque Zaloujny sera au pouvoir, mais Zelensky aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent plus le voir en peinture. Voilà un peu ce qu'on peut analyser. En tout cas, l'avenir va nous le dire dans les semaines, dans les mois qui viennent. L'ingérence de l'OTAN et de l'Union européenne en Europe continue bien sûr, notamment en Moldavie, puisqu'il y a bientôt des élections. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est cette déclaration de Madame Angelika Karaman, qui a affirmé que les Russes n'avaient pas le droit de faire de l'ingérence en Moldavie, mais quand c'était les Occidentaux, comprendre l'OTAN, l'Union européenne, c'était tout à fait normal. Donc voilà, on le savait, mais l'avantage, c'est que quand c'est dit par ceux qui y participent, c'est encore plus clair. Et puis, dernière information diplomatique, rencontre à Rome entre le nouveau pape Léon XIV et le métropolite Antoine, donc, qui est le représentant du patriarche Kirill, donc le chef de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et donc ça, c'est une extrêmement bonne chose. On sait que la rencontre qui avait eu lieu entre le pape François en 2016 à Cuba et le patriarche Kirill, c'était très bien passé. Le texte qui en avait sorti était excellent. Tous les points étaient vraiment fondamentaux. Et visiblement, Rome n'est pas tombé dans le piège qui est tendu par les néoconservateurs qui veulent, au nom de leur choc des civilisations, qui voudraient que nous nous opposions à la Russie parce qu'elle est orthodoxe, nous, les catholiques. Alors, il y a malheureusement, une minorité de catholiques qui agissent dans ce cas. On avait parlé de Michel Janvat dans le Salon Beige, notamment, mais la majorité des catholiques, non seulement en France, mais dans le monde, évidemment, comprennent bien que ce combat pour la civilisation chrétienne que mène la Russie derrière Vladimir Poutine est aussi celui des catholiques et des chrétiens dans le monde, et notamment des catholiques en France. Donc voilà, c'est une excellente chose. Ça montre que le pape Léon XIV suit la ligne qui avait été celle du pape François, du pape Benoît XVI, et même de Jean-Paul II d'ailleurs, puisque les premiers accords entre les catholiques et les orthodoxes, je crois que c'était des accords au Liban qui avaient eu lieu en 1994, de mémoire. Armement maintenant. Et nous apprenons par le responsable des transports de l'Union européenne, donc repris dans différents articles de presse, notamment dans la presse militaire spécialisée, que les routes de l'Union européenne ne sont pas adaptées au matériel de l'OTAN. Alors ça, évidemment, c'est pas nouveau. Les spécialistes dont je fais partie le savent depuis longtemps. J'en parle d'ailleurs dans Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Les raisons que je donne d'ailleurs, ce sont celles qui sont de nouveau données. Les chars sont trop lourds, notamment il y en a maintenant qui atteignent 70 tonnes, comme le Challenger 2. Sans doute que les dernières versions de l'Abrams vont être également énormes. Même un projet de combat de véhicules infanterie américain qui a été annulé parce qu'il était trop lourd pour les routes polonaises. Donc résultat, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Payer. Donc il va falloir payer 17 milliards pour adapter les routes de l'Union européenne aux chars et aux véhicules de l'Union européenne pour pas qu'ils restent bloqués dans les tunnels ou que les ponts s'effondrent. Et donc, qui va payer les routes et les tunnels de la Pologne, de la Tchéquie, des pays baltes, etc. Donc essentiellement, parce que l'essentiel des travaux va avoir lieu en Europe de l'Est, eh bien ce sont les grands contributeurs de l'UE, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie. Voilà, en France, une fois de plus, c'est Nicolas qui paye et qui va payer. Et puisqu'on parle des matériels américains trop lourds, parlons du char Abrams. Donc on se souvient, les Polonais ont acheté avec l'argent des Allemands et des Français du matériel militaire américain, donc notamment 366 Abrams de différents modèles et qui leur posent de gros problèmes pour être entretenus. Et donc là aussi, on l'avait dit, mais on n'était pas les seuls. Le colonel McGregor, qui sait de quoi il parle, je vous recommande pour ceux qui parlent anglais de l'écouter, avait évoqué que le char Abrams est un char très bien pour l'armée américaine, notamment pour aller faire la guerre en Irak contre Saddam Hussein, mais que il consomme du kérosène, qu'il est très dur à entretenir, qu'il faut changer les filtres 2 fois par jour, etc. Tous ces problèmes, nous, on les a évoqués, on en a parlé également dans notre ouvrage. Donc en Ukraine, la prestation a été lamentable de l'avis même des Ukrainiens, et les Polonais ne savent pas quoi faire. Soit ils doivent construire toute une chaîne logistique qui va leur coûter une fortune, alors peut-être qu'ils vont aussi vouloir la faire payer à Nicolas, soit il faut qu'ils les renvoient se faire réparer aux États-Unis, et donc je pense que c'est également dans ce cadre-là qu'ils veulent acheter des chars sud-coréens, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils valent sur le champ de bataille, parce que finalement le Corée du Sud pour l'instant n'a jamais fait la guerre avec, alors que là maintenant on a des retours d'expérience de l'Ukraine
Ukraine tout à fait intéressant et qui coûte également une fortune. Et là aussi, on se demande avec quel argent ça va être payé. Et je pense là aussi que c'est Nicolas qui paiera pour la Pologne. Petite vidéo qui m'a plu, qui a circulé, qui montre le fonctionnement en fait de la guerre électronique dans la région de Bryansk contre un drone ukrainien. Et on voit que là, le drone tombe à l'eau, donc il explose. Et alors qu'en Russie, comme en France, la pêche à la dynamite est interdite. Mais voilà, quoi, la guerre électronique, ça peut fonctionner. Armement encore, selon les renseignements ukrainiens, les Russes ont commencé à utiliser leur nouvelle génération de bombes planantes. On sait que donc, ce sont des bombes classiques qu'on largue de très haut et qui, avec des dérives et un aileron, peuvent se guider et un guidage type GPS, le GLONASS russe, peuvent se diriger et frapper avec précision et à peu de frais sur les lignes ukrainiennes. Donc on les a vu notamment jusqu'à des bombes de 3 tonnes. Et là, donc, selon les renseignements ukrainiens, les Russes ont déployé leur nouveau système qui permet une dérive jusqu'à 90-100 km. Donc ça permet aux avions russes de rester encore plus en arrière de la ligne de front pour éviter de se faire détruire. Donc c'est une excellente chose. Et ça montre aussi que dans ce domaine-là, les Russes ne se sont pas endormis sur leur laurier, mais continuent d'innover et à améliorer la portée de ces systèmes. Donc la bombe qu'on voit sur le schéma qui est fourni par les services ukrainiens, elle, a une capacité explosive de 90 kg. C'est loin d'être négligeable. Empire du mensonge maintenant. Tout d'abord, je voudrais parler du Figaro. J'ai parlé à plusieurs reprises, comme j'étais surpris d'avoir les excellents articles d'Alexis Firtchak, donc qui est un jeune journaliste qui a une vision très objective, pas du tout pro-russe, mais une vision objective du terrain. Il a fait l'excellente interview de l'historien gauchiste pro-ukrainien Audouin Rousseau, qui est une excellente interview de toute manière, même s'il n'est pas du tout dans notre camp. Donc il a vraiment faire un saut qualitatif au Figaro dans le domaine du conflit en Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à prendre la parole. Et là, notamment, il y a un autre journaliste qui s'appelle Nicolas Barotte, qui a été interviewé dans le cadre des vidéos du Figaro, et qui écrit des articles. Et lui, alors, c'est exactement le porte-parole de Burkhardt, de général Burkhardt, par exemple. Il les suit vraiment sans aucune nuance. Et je me suis interrogé sur le sens que ça avait pour le Figaro d'avoir un journaliste qui dit la vérité et un autre qui ment. Et en fait, je pense que la réponse se trouve sans doute sur la préparation de la défaite ukrainienne. Il faut qu'un journal comme Le Figaro ou d'autres, et à mon avis, on va trouver ça dans d'autres journaux, puissent dire non, mais nous, si, on avait des articles, regardez, on savait que les Russes allaient gagner. Et faire oublier tous les articles qui ont expliqué que c'était l'OTAN qui allait l'emporter. Je pense que c'est le sens de ce que l'on voit, et sachant que pourtant le Figaro reçoit de l'argent de l'État pour mentir, pour colporter tous les mensonges qui sont imposés par le ministère des Affaires étrangères français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'en ai parlé de temps en temps quand je parlais de la presse anglo-saxonne, c'est que la plupart des journaux américains, y compris les journaux démocrates, la plupart d'ailleurs sont des journaux liés plus ou moins au parti démocrate, ou en tout cas à tendance néoconservatrice, il y a régulièrement des articles de qualité sur ce qui se passe réellement en Ukraine, sur la situation de l'armée ukrainienne, sur la situation de l'armée russe. Voilà, ce souci quand même d'être un minimum crédible pour le jour de l'effondrement de Kiev et de l'OTAN, pouvoir dire non, mais on l'avait nous aussi analysé. Voilà, dans cette rubrique, l'Empire du mensonge, on essaie d'identifier les techniques de mensonge dans les médias de grand chemin. Et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker, aujourd'hui, c'est encore un Nicolas, mais pas celui qui paye, c'est Nicolas Tenzer. Lui, c'est plutôt celui qui est payé. Et qui... Alors Nicolas Tenzer, c'est un des plus fanatiques, un des plus fous de tous les experts de plateau. Et lui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il croit encore que si les États-Unis voulaient, ils pourraient aider l'Ukraine à gagner la guerre. Et ça, ce qui est vraiment typique du bunker, c'est que croire encore que, les États-Unis ont la capacité, ils ne l'ont plus, et que deux, même s'ils l'avaient, ils pourraient permettre de gagner la guerre contre la Russie, c'est totalement absurde. De la même manière que croire que les sanctions pourraient avoir un effet si des sanctions secondaires étaient mises contre l'Inde ou la Chine, etc. Tout cela n'est pas possible. Et encore une fois, rappelons-le, le complexe militaro-américain est fortement dépendant des minerais chinois et des sous-ensembles chinois. C'est officiel, c'est le rapport de janvier-février 2024 du sous-traitant du Pentagone qui avait été payé pour faire cette analyse, Govini. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics sont dépendants de la Chine.
Et c'est pour ça que Donald Trump a fait machine arrière en ce qui concerne la Chine. Voilà, donc en fait, notre bunker de la semaine, eh bien, c'est Nicolas Tenzer qui s'y trouve. À lui, je pense que même quand l'armée russe aura gagné la guerre, que le traité sera signé, il continuera à dire que Kiev peut l'emporter. Considération militaire générale maintenant. Aeroflot, donc la compagnie russe d'aviation, l'équivalent d'Air France, a subi une cyberattaque assez sérieuse puisque 20% de sa flotte a été clouée au sol pendant une journée, une demi-journée à peu près. Donc ça a été un succès. Donc a priori la cyberattaque vient de hackers ukrainiens ou biélorusses. Bon, je pense que c'est un coup des Anglais ou de Washington, mais attaque qui est mise sur le compte de l'Ukraine, c'est beaucoup plus pratique et je pense que ce n'est pas la dernière, et ce qui montre qu'effectivement le champ de bataille cyber est quelque chose qu'il faudra prendre en compte de plus en plus, et les Russes ont du travail. Et la question qui se pose, c'est la Russie se mettra-t-elle elle aussi, par exemple, à attaquer British Airways, à attaquer Air France en représailles de ce que font les Occidentaux en se cachant derrière l'Ukraine, en disant que par exemple c'est les Houthis ou les Iraniens ou ce que vous voulez, pour le cas de la Russie. C'est la question qui se pose, c'est cette question que nous avons posée également en ce qui concerne le terrorisme. Pour l'instant, la Russie ne répond pas au terrorisme du MI6 ou de la CIA fait sous couvert d'Ukraine, mais peut-être qu'un jour ils vont en avoir assez et qu'ils vont basculer dans cette solution radicale. J'espère que non, mais voilà, on peut pas l'exclure. Considération militaire humaine, cette fois, pour ceux qui me suivent sur X, eh bien, ils ont pu, et je vous conseille d'ailleurs d'aller vous y inscrire, j'ai mis sous-titré en français cette déclaration d'un député du service du peuple, un slogan Naroda, le parti de Zelensky, donc c'est pas un agent du Kremlin, sur la situation humaine à l'intérieur de l'armée ukrainienne. Et c'est lui-même qui parle d'une armée d'esclaves, enfin qui dit que finalement le commandement ukrainien traite les soldats comme des esclaves, y compris ceux qui se battent depuis le début, les armes à la main, pour défendre la patrie, je cite. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu être dans la rubrique de l'Empire du mensonge, parce que si vous vous souvenez de ce qu'on nous expliquait en 2022, que les Russes étaient envoyés contraints au combat, qu'ils étaient mal considérés, mal encadrés, que c'était l'armée soviétique, qu'on n'avait jamais respect pour la vie humaine. Bon, c'est évidemment un énorme mensonge. En revanche, là, on voit que ce qui était dit contre l'armée russe est une réalité au sein de l'armée ukrainienne. Et c'est cette fatigue, cet épuisement qui fait que le soldat ukrainien préfère la mort, attend la mort comme un soulagement, c'est ce que dit ce député ukrainien. Et ça explique encore une fois pourquoi les Russes sont en train de percer aussi tout le long de la ligne de front. Elles bénéficient des limites en quantité et en qualité du matériel de l'OTAN et des limites humaines de l'armée ukrainienne. Dernière considération militaire générale maintenant, y aura-t-il une nouvelle offensive ukrainienne à l'intérieur du territoire russe? Je parle du territoire russe d'avant 2022, puisqu'il peut y avoir effectivement des contre-attaques un peu partout. Alors certains experts russes le pensent, notamment Yuri Podolaka, qu'il pourrait se produire quelque chose, que c'est aussi pour ça qu'il y a un manque de réserve le long de la ligne de front, c'est que en fait, le Kiev est en train d'essayer de rassembler des réserves pour pouvoir faire un coup de poker un peu sur le modèle de ce qu'ils ont fait à Koursk en août 2024, et ce serait dans la région de Bryansk, ou alors contre-attaquer dans la ville de Soumy, puisque c'est le seul endroit où l'armée otano-kievienne avance un petit peu, c'est dans la partie de Soumy. Alors là, on n'est pas en territoire russe, pas encore en tout cas, et c'est le seul endroit en fait où l'armée otano-kievienne contre-attaque. Et donc ça pourrait être une volonté d'exploiter, de retourner dans la région de Koursk ou dans la région de Bryansk. Voilà. On ne peut pas exclure cette hypothèse de la même manière qu'on ne peut pas exclure une attaque kievienne dans la Transnistrie, pour s'emparer du fameux dépôt de munitions qu'on avait identifié dès le début de l'opération militaire spéciale. Ça aurait des conséquences à terme politico-militaires pour Kiev et pour la Moldavie catastrophiques, mais ça permettrait d'animer la propagande occidentale sur ce coup de génie de Zelensky ou de son successeur qui s'est emparé de la Transnistrie, qui a mis en fuite les 1500 soldats russes qui s'y trouvent. Voilà. Encore une fois, on n'a pas en face de nous des acteurs rationnels. L'Allemagne, en 1918, était rationnelle. Et elle a demandé l'armistice et elle a capitulé. Voilà. C'est ce que devrait faire aujourd'hui l'OTAN et Kiev. Mais malheureusement, du côté européen, il y a toujours des acteurs irrationnels, comme Emmanuel Macron, comme Friedrich Merz, comme Keir Starmer, et je ne vous parle même pas des Pays-Baltes et de la Pologne. Donc pour ces raisons, tout est encore possible. Pour la Russie, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on a vu que l'offensive ratée de l'été 2023 par l'armée otano-kievienne, l'opération de Koursk,
ont été des accélérateurs de la victoire russe. Les pertes qu'ont subies les Kieviens dans ces attaques stupides et mal organisées ont permis à la Russie d'avancer sur l'ensemble du front et même de rentrer dans la région de Soumy après avoir débarrassé la région de Koursk des forces ottano-kieviennes. À suivre donc. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Les Ukrainiens ont frappé dans la ville de Penza sur une zone industrielle. Visiblement, ça n'a pas touché grand-chose. Les Russes, évidemment, eux, ne se sont pas privés. Ils ont bombardé tous les jours, toutes les nuits, les arrières donc, de la ligne de front. On retient particulièrement un bombardement d'une usine à Kharkov, puisqu'on a quelques images. Et également sur Kiev, la nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement chaude. Et on note toujours l'impuissance de la défense anti-aérienne ottano-kievienne. Passons maintenant sur la ligne de front. Du côté de Soumy, dont je viens de parler, les Kieviens continuent de contre-attaquer. Ils ont repris Kondratovka ici et ils voudraient essayer de prendre Andreevka et Alexeyevka. Et ce qui est étonnant, c'est que les Russes les laissent avancer. Alors, c'est pas qu'ils les laissent avancer, c'est qu'en fait, c'est une pluie de bombes planantes pour détruire les troupes ottano-kieviennes, ce qui me laisse croire que ce retrait russe est délibéré et vise à détruire les unités kieviennes à découvert lorsqu'elles attaquent. D'autant plus que les Russes, eux, continuent également à progresser vers le sud, à partir de leur position ici. Donc visiblement, ça ne les inquiète pas de voir arriver sur leur flanc la contre-offensive ottano-kievienne. On devrait voir d'ici 1 ou 2 semaines si cette version est la bonne ou si les Russes seront contraints de se replier pour éviter d'être attaqués par les flancs. Les combats continuent du côté de Volchansk, où les Russes ont repris l'initiative, mais la ligne de front n'a pas réellement bougé. Elle a en revanche changé en direction de Krasny Liman à cet endroit-là, puisque les Russes ont pénétré à l'intérieur de la localité de Kolodzy ici, donc ce qui lui permet de se rapprocher encore plus de la ville de Liman, qui est nécessaire pour pouvoir donner l'assaut ou encercler le bastion Slaviansk-Kramatorsk qui se trouve à cet endroit-là. Les troupes russes avancent bien également au sud de Torsky, et pour de vrai, cette fois, c'est confirmé. En direction de Seversk, les Russes consolident leur position, et les ottano-kieviens ont reconnu la perte de Verkno-Karmianskoye. C'est plus au sud que les choses importantes se sont passées cette semaine, et notamment aujourd'hui, jeudi, puisque la prise de Tchassov-Yar a été achevée. Donc Tchassov-Yar, c'est un point extrêmement important, c'est du dispositif de défense ottano-kievien dans le Donbass. Je rappelle qu'au début de l'opération militaire spéciale, il y avait plusieurs lignes de défense, alors qui beaucoup d'ailleurs convergeaient vers Avdiivka. C'était une de leurs faiblesses. Et la première, elle passait par Popasna, qui a été pris très rapidement après le début de l'opération militaire spéciale par Wagner. Et ensuite, il y a eu Bakhmut, qui a été pris, ça a pris plus de temps, mais qui est tombé en mai 2023. Et puis, eh bien là, on était sur la dernière ligne de défense avec Tchassov-Yar. Et là, Tchassov-Yar, donc c'était sur les hauteurs, donc c'était un point extrêmement difficile à prendre. Et ça a pris extrêmement de temps pour essayer de le faire avec le moindre perte possible. Désormais, là, les Russes ont une excellente position en direction de Konstantinovka, qui est dans une cuvette. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est le cas de Kramatorsk, c'est le cas surtout de Slaviansk. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est une bataille plus d'1 an. Et encore une fois, c'est le dispositif de défense qui avait été mis en place depuis 2014 par les ottano-kieviens pour tenir le Donbass. Cette victoire met Konstantinovka dans une situation catastrophique, puisque les Russes avancent de tous les côtés, et notamment par l'ouest, comme on le voit sur cette avancée. L'encerclement de Pakrovsk continue, donc les Russes continuent d'avancer vers l'ouest. Cette ligne de front est extrêmement modeste. Il y a quelques experts qui disent que les Russes ont déjà franchi cet axe d'approvisionnement ici. Donc les Russes continuent leur poussée au nord, et ils ont pénétré à l'intérieur de la ville de Pakrovsk. Alors, les Russes ont pris les quartiers sud de Pakrovsk et leurs unités de reconnaissance continuent des percées et du harcèlement régulièrement à l'intérieur même de la ville de Pakrovsk. Plus au sud, les Russes se sont emparés de Zelenegaï. Ils se sont emparés d'une nouvelle localité à l'intérieur de la région de Dnipropetrovsk, qui est Malovka, à cet endroit-là. Et ils se sont emparés de la localité de Temirovka, ici, donc qui est dans la région de Zaporozhye à l'est. Et à l'ouest, ils ont également bien avancé en direction de la ville de Zaporozhye, puisqu'ils ont libéré la localité de Plavnoe, ici, et ils sont en train de donner l'assaut sur Stepnogorsk à cet endroit-là. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 31 juillet 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux.
N'hésitez pas à faire un don, n'hésitez pas aussi à aller prendre des cours de russe, à aller découvrir la Russie. Nous sommes là pour vous aider. En attendant, les nouvelles économiques, diplomatiques, militaires sont excellentes, donc tenez bon, courage, on les aura.